Radio Pays. Première édition ici en Guyane des entretiens Alzheimer, des conférences ouvertes au grand public pour informer sur la maladie, mieux comprendre ses enjeux et faire le point sur la recherche. Une première conférence a eu lieu hier à Cayenne, la deuxième ce sera demain après-midi à Saint-Laurent. L'occasion de faire dialoguer des chercheurs, des professionnels, mais aussi les aidants et toutes les personnes qui sont engagées dans le combat contre la maladie. Pour en parler, deux invités ce matin sont avec nous en studio. Anne-Marie Hergis, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en neuropsychologie à l'Université Paris-Descartes et vous êtes aux côtés de Rémi Janton. Bonjour également. Bonjour. Directeur scientifique adjoint à la Fondation Recherche Alzheimer. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc en Guyane en ce moment à l'occasion, je l'ai dit, de ces deux conférences, Cayenne et Saint-Laurent. Mais ces entretiens Alzheimer, ils se déroulent un petit peu partout en France avec le même principe, on va dire, à chaque fois. En quelques mots, Rémi Janton, ces conférences, leur objectif, leur intérêt premier, c'est quoi? Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de mettre en place ces entretiens-là? C'est informer sur cette maladie qui a un poids très lourd dans la société puisque ça implique beaucoup de monde et beaucoup d'aidants. Donc on considère 1 million de personnes et autant d'aidants. Maladie qui fait peur, maladie dont la recherche est financée mais pas suffisamment, et maladie qui nécessite une information pour mettre à jour les connaissances, dédramatiser un peu les choses tout en évaluant ce qu'il y a à faire et informer dans les régions sur les ressources disponibles localement en faisant intervenir les personnes responsables localement. Il y a un besoin du grand public, de personnes qui peuvent être touchées par la maladie comme des familles, comme des aidants, d'avoir ce genre de rendez-vous pour prendre la parole et entendre aussi une parole scientifique fiable. Si on en juge par la participation à nos entretiens, par les questions, par l'avidité d'information, oui, je pense que la réponse est claire. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années et qui fonctionne très bien. Oui, il y a un des autres objectifs, c'est aussi de créer un réseau de soutien partout en France de la Fondation Recherche Alzheimer. Oui, et effectivement, en partageant les expériences locales, on peut donner des idées à d'autres régions qui n'ont pas la même disponibilité, les mêmes structures. Ouais. Anne-Marie Hergis, vous me disiez avant d'entrer en studio que ça fait 20 ans que vous venez en Guyane. En 20 ans, c'est quoi votre regard sur l'évolution de la prise en charge des malades sur le territoire ? Alors je pense que la prise en charge, la connaissance de la maladie et la prise en charge ont bien évolué, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un neurologue qui venait régulièrement, mais qui n'était pas là tout le temps. Maintenant, il y a un service de neurologie au CHC. Il n'y avait pas de gériatre. Les gériatres se sont formés, sont venus après. Et puis, il y a des structures qui se sont développées, qui se sont agrandies, comme l'EBEN, comme... France Association Santé qui se développe également. Il y a eu la Maya qui permet de coordonner un petit peu les parcours des patients. Et puis le réseau de gérontologie aussi qui intervient pour des cas difficiles, pour aider les patients, les conseiller, les orienter. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce que je vois avec grand plaisir, c'est qu'il y a des intervenants de différentes associations ou structures en fait, qui se connaissent, qui communiquent, qui s'entraident parce que c'est une petite région, il y a beaucoup de besoins et chacun est solidaire parce qu'il faut être solidaire face à cette terrible maladie. Et la conférence d'hier, Anne-Marie Hergis, vous y étiez, vous êtes intervenue sur la prise en charge non médicamenteuse des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce que dès qu'on parle de recherche, on pense tout de suite au traitement médicamenteux. On en parlera, on en dira évidemment quelques mots, mais d'abord, c'est quoi une prise en charge non médicamenteuse, Anne-Marie Hergis ? Alors déjà, ce qu'on fait, je dirais que c'est aussi l'application de la recherche à la clinique, qu'on utilise les connaissances théoriques que l'on acquiert en explorant la maladie pour mettre en place des prises en charge adaptées, efficaces, qui ont des bases théoriques saines. Et on peut les utiliser à différents niveaux, c'est-à-dire pour prendre en charge des patients au stade léger de la maladie, on peut proposer des choses, je parle de ce qu'on propose aussi en neuropsychologie plutôt qu'en animation. C'est plutôt ce genre de prise en charge-là. Aussi à titre de prévention. Parce qu'il y a des projets que j'ai fait ici grâce à la conférence des financeurs pour les personnes, pour prévenir le risque de perte d'autonomie, ou des patients au stade léger, ce qu'on appelle des troubles cognitifs légers, qui sont un stade qui précède la maladie d'Alzheimer, parce que plus on intervient tôt,
plus on fait travailler ce qu'on appelle la réserve cognitive des patients, hein, plus les patients peuvent maintenir leur capacité et peuvent compenser plus longtemps, et ça peut retarder le placement en institution, hein, quand ces prises en charge sont bien faites. Alors il y a différents types de prises en charge. Il y a des prises en charge ciblées sur la mémoire, c'est les plus connues, les plus courantes, avec différentes stratégies d'apprentissage pour récupérer les informations. Il y a d'autres types de prises en charge qui sont plus ciblées aussi sur la qualité de vie, le bien-être, parce que c'est très important aussi. Mais ça prend quelle forme? Ça ressemble à quoi? Ce sont des ateliers? On propose des activités finalement à certains malades? Alors, dans les EHPAD, où il y a des patients qui sont à des stades plus avancés, les psychologues proposent le plus souvent des ateliers de groupe, hein, qui aussi permettent de maintenir un lien social, hein, de communiquer entre les patients, hein, qui ne se sentent pas isolés. Sinon, il y a des prises en charge individuelles. En fait, on s'adapte aux capacités atteintes et on tient compte, on utilise les capacités préservées pour pouvoir améliorer leur mémoire. Alors, on ne restaure rien, on ne fait pas de miracle, mais ça permet de maintenir plus longtemps. Rémi Janton, il faut intervenir le plus tôt possible, finalement. Oui, c'est capital, il le faut, et maintenant on peut le faire. Il le faut parce qu'effectivement, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est des traitements qui vont interrompre le processus. On ne se contente pas de traitements symptomatiques qui vont pallier transitoirement à un état déficitaire. On va essayer d'arrêter le cours de la maladie, ou en tout cas de le ralentir. Et si on intervient à un stade tardif, ça n'a pas grand intérêt car les dégâts sont déjà faits. Oui, une fois que les lésions sont en place, c'est irrécupérable. Et puis, on ne va pas attendre que les malades soient très atteints pour les maintenir dans cet état-là. Non. On a intérêt à les maintenir dans l'état le plus tôt possible quand ils sont encore actifs, relativement autonomes. Et on peut le faire parce qu'on a maintenant, et c'est fait une dizaine d'années qu'on est rentré dans cette ère que je dirais moderne de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, on a des marqueurs biologiques qui sont fiables et qui permettent d'assurer avec relativement de certitude le diagnostic en complément des examens neuropsychologiques qui vont qualifier un petit peu les premiers signes de la maladie. Ces marqueurs, je me permets de vous couper, c'est quoi exactement? Alors, ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est un marqueur qui est quantitatif, comme une pression artérielle, une prise de sang, etc., qui vont donner une information sur un état pathologique ou sain. D'accord. Et là, donc, on peut surveiller, comme on tire une glycémie, mais simplement, il faut aller chercher pour l'instant dans le liquide céphalorachidien, y compris une ponction lombaire. Mais grâce à ça, on a des marqueurs qui sont au contact du cerveau et donc qui reflètent l'état cérébral. Et on détecte en particulier les variations du taux d'une protéine dont on sait qu'elle se dépose anormalement dans le cerveau et qui est la cible des nouveaux traitements qui visent à bloquer le cours de la maladie. Et on a engrangé les premiers succès avec 2 produits, l'un qui est déjà enregistré aux États-Unis, le second qui va l'être incessamment, qui cible cette protéine malade et qui aide l'organisme à se débarrasser des plaques et donc à arrêter, on le pense, à bloquer le développement de la maladie. On a des succès tangibles, on a des produits enregistrés, ils vont l'être en Europe probablement en début d'année. On espère qu'ils seront disponibles bientôt en France aussi. On reparlera évidemment de cet aspect-là des choses qui est évidemment très important dès lors que l'on parle de recherche scientifique sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce que, le but de ces entretiens, c'est pas aussi de proposer au grand public un discours scientifique fiable et de rétablir, on va dire, la vérité sur certains faits? En préparant l'interview, j'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux et de quelques sites internet. On se rend compte qu'il y a énormément de fake news qui circulent sur la maladie d'Alzheimer. Rémi Janton, ça vous arrive souvent de devoir clarifier les choses parce que certaines personnes ont lu des mauvaises informations quelque part? Oui, je pense que dans tout domaine où la charge émotionnelle est forte, où l'angoisse est importante, on recherche des solutions qui sont inappropriées. Il ne faut pas faire de fausses promesses non plus. Et il y a toujours une tendance à offrir des fausses promesses. Donc en effet, corriger l'information, c'est important, oui. Tout à fait. Anne-Marie, il ne faut pas négliger les progrès qui sont réels. Il y a une vraie révolution avec cette mise en place des marqueurs, avec ces nouveaux traitements. On n'est pas au bout du chemin, il y a d'autres pistes à suivre parce que ce n'est qu'un des aspects de la maladie qui est beaucoup plus complexe que ça, mais on tient déjà un premier fil et c'est un énorme succès et il faut en être reconnaissant que ces efforts n'ont pas été vains. Anne-Marie Hergis, quand vous faites un petit peu le tour de ces villes partout en France pour donner ces entretiens Alzheimer, est-ce que vous constatez vous aussi finalement que ce sont toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent dans la bouche des personnes qui se rendent pour vous écouter?
Alors, je n'ai pas fait encore le tour de France avec la Fondation, mais j'ai eu l'occasion de faire plusieurs conférences, plusieurs interventions dans d'autres cadres. Oui, c'est effectivement des inquiétudes des gens qui écoutent. Et lorsque, à ma consultation en mémoire, le lendemain de conférences de ce type, il y a plein de gens qui appellent pour prendre rendez-vous parce qu'ils s'inquiètent. Je ne retrouve plus mes lunettes, je ne sais pas où je mets mes clés. Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est les premiers signes? Donc du coup, on peut rassurer les gens aussi. Ça, c'est important de pouvoir rassurer les gens. Sur cet aspect-là des choses, la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie, j'ai lu ça, qui inquiète le plus les Français juste après le cancer. Ça se confirme sondage après sondage depuis ces dernières années. Est-ce que vous avez l'impression de parler, d'organiser ce genre de rendez-vous comme vous le faites avec le grand public? Ça dédramatise un petit peu les choses. Qui veut répondre sur cet aspect-là? Oui, je pense que ça peut permettre de dédramatiser les choses parce qu'on voit qu'il y a des solutions qui peuvent être proposées, il y a des aides diverses, il y a des différents types de prise en charge, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur les traitements médicamenteux. Et aussi, on peut parler de ce que je connais le plus, c'est-à-dire des prises en charge non médicamenteuses, le fait de s'y prendre tôt. Ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir faire un diagnostic le plus tôt possible pour pouvoir faire des prises en charge, proposer des prises en charge le plus tôt possible. Mais alors, comment est-ce qu'on fait justement pour que pour prendre en charge le plus tôt possible les patients? Est-ce qu'il y a des signes qu'il ne faut pas mettre de côté et consulter peut-être tout de suite un spécialiste? Oui, alors peut-être que je vais commencer. Oui, vous commencez, monsieur Janton, on terminera ensuite. D'accord. Ce qui inclut les motifs de consultation, c'est souvent des personnes, c'est souvent l'entourage, parce qu'un patient, sauf au stade très léger, peut avoir conscience d'avoir des difficultés, peut être comme avant, mais ça peut être une inquiétude. Ça s'appelle une plainte subjective qu'on ne va pas forcément objectiver par les tests. Mais quand c'est l'entourage qui s'inquiète, donc d'oubli bénin, parce qu'on oublie des choses avec l'âge. Il y a des déclin normal des fonctions cognitives, ça ne fonctionne pas plus aussi bien qu'avant. Mais quand ces oublis deviennent répétitifs, c'est ça, c'est la quantité des oublis, de fait de poser toujours les mêmes questions, de perdre toujours ces objets, d'oublier des rendez-vous, d'oublier ce qu'on a appris au petit déjeuner le matin, de ce qu'on a fait la veille. Quand ça peut arriver à tout le monde, quand on est stressé, fatigué ou déprimé. Quand on est déprimé, ça peut arriver aussi d'avoir des problèmes de mémoire, sauf que les déprimés s'en rendent très bien compte, et même major. Et donc des personnes qui ont ce type d'oubli, mais et répétitives, ou qui ont du mal à trouver le mot juste. Parfois dans la conversation, ça peut être un signe aussi. On oublie à partir de 50 ans, on a tendance un peu à oublier les noms propres, à dire celui-là je l'ai vu à la télé, comment il s'appelle déjà, et après on le retrouve. Mais là encore, quand ça devient répété, qu'on ne retrouve pas après et qu'on commence à oublier des noms, des prénoms des petits-enfants, l'entourage, là ça peut être des signes d'alerte. Rémi Janton, sur cet aspect-là, sur les premiers signes, parce que c'est vrai que dans les questions qui reviennent très souvent à propos de la maladie d'Alzheimer, c'est je connais quelqu'un, souvent un proche, un parent qui se met à avoir tel comportement, qui commence à oublier certaines choses du quotidien. Qu'est-ce que vous conseillez à les personnes qui se mettent à douter et qui se demandent si c'est Alzheimer ou pas? Alors c'est vrai qu'on est pris un peu dans un chemin étroit entre l'anxiété et la réassurance. Anxiété, parce qu'effectivement, quand on a des troubles de mémoire, on se pose des questions. Mais réassurance, et le message, c'est peut-être de dire, comme le disait Anne-Marie Hergis, que tant que c'est le patient qui se plaint ou le sujet qui se plaint, c'est pas forcément très inquiétant. Quand c'est l'entourage qui se plaint, là, c'est beaucoup plus sérieux. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut encourager à consulter son médecin généraliste, lui en parler, et il pourra orienter vers une consultation de la mémoire si vraiment il y a une suspicion. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est aussi à fournir justement à ces médecins généralistes des outils qui n'ont pas beaucoup de temps. Peut-être un outil digital qui les aidera dans la salle d'attente à offrir cette possibilité pour faire un premier screening et voir s'il y a lieu d'aller plus loin ou pas. Et après, on pourra faire des examens complémentaires, des examens neuropsychologiques approfondis, toute une filière qui est compliquée, mais qui est nécessaire à arriver à un diagnostic et à proposer un traitement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de confusion, on va dire, entre d'un côté la vieillesse, le fait de vieillir, et ça pour le coup c'est parfaitement normal, et de l'autre la maladie d'Alzheimer en tant que telle? Bien sûr, et c'est probablement un des boulets que traîne la recherche sur ce terrain, c'est qu'il y a une banalisation, il y a eu une banalisation longtemps en disant c'est normal, on vieillit, on est un peu ralenti et papy, il oublie tout. Donc non, il faut pas être dans cette tolérance trop forte au vieillissement cérébral.
La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie particulière. Elle s'associe aussi à une maladie vasculaire parce que le cerveau a besoin d'une irrigation d'oxygène, de glucides et de beaucoup de choses qui le nourrissent. Il en a besoin pour fonctionner. Avec l'âge, les vaisseaux s'abîment. Si s'ajoute la maladie d'Alzheimer, ça va s'accélérer. Il y a une synergie entre les deux pathologies. Donc il faut faire le tri, il faut faire des examens et il faut être vigilant. Et puis il y a moyen de faire de la prévention en traitant justement tous ces facteurs vasculaires qui vont renforcer le risque de développer une dépendance, ce qu'on appelle une démence, perdre l'esprit, mais c'est surtout la perte des fonctions intellectuelles et puis évolution vers la perte d'autonomie. On va dire évidemment un mot sur la recherche et sur ces nouveaux traitements qui arrivent, mais d'abord un mot, et j'aimerais qu'on revienne à Marie Hergis sur cette prise en charge donc non médicamenteuse. Est-ce que l'idée aussi c'est d'améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, parce qu'on peut agir donc sur les fonctions cognitives, mais aussi sur le bien-être, sur la qualité de vie, c'est très important aussi. Et puis, ça aide aussi l'entourage, le fait que le patient soit pris en charge. On peut le faire participer à cette prise en charge, donc il a un rôle actif, il comprend mieux la maladie, on peut leur expliquer un peu comment interagir avec les patients, parce que la communication, c'est souvent un problème, leur expliquer que sans infantiliser les patients, qu'il faut pas faire parler de plusieurs choses en même temps, qu'il faut les écouter sur leur rythme, etc. Et puis il y a des prises en charge. Là, on travaille actuellement sur l'utilisation, par exemple, de smartphones pour gérer des agendas, des rendez-vous, et c'est partagé avec l'aidant, qui peut intervenir, qui peut rajouter des choses, qui peut envoyer des messages, des photos de famille, etc. Et là, on a commencé cette expérience-là, et les patients et les aidants sont très satisfaits, parce que là, ils se sentent utiles aussi pour aider le patient. Est-ce qu'il y a un lien direct, une incidence, on va dire, entre la qualité de vie du quotidien d'une famille et aussi d'un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et d'un éventuel ralentissement, on va dire, des symptômes de la maladie? Est-ce qu'on arrive à créer un rapport direct entre les deux? Oui, parce qu'on évalue ça également. Là, il y a des expériences qu'on a fait, que j'ai fait à Paris et puis en Guyane. Là, des expériences de prise en charge par des ateliers artistiques avec le théâtre. J'ai travaillé avec des artistes formidables et très professionnels et talentueux en Guyane. On a fait 3 projets et demi. Et là, avec la partie scientifique, d'évaluer les fonctions cognitives, le comportement, l'humeur, l'estime de soi des patients avant et après. Et puis aussi auprès des aidants. Donc on voit que la prise en charge, de voir que le patient se sent mieux, ça soulage, parce qu'on utilise un terme qui n'est pas très joli, qu'on appelle le fardeau des aidants. Et il y a des échelles de fardeau, j'aime pas du tout ce terme, mais qui montrent que l'aidant, du coup, se sent soulagé de ce poids, sachant que ça peut avoir des incidences sur la santé des aidants, le fait d'avoir impliqué cette charge autant, d'avoir physique, mentale, psychologique, de prendre soin d'un parent malade. Alors on a dit un mot sur la prise en charge non médicamenteuse, mais sur la recherche d'un traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer. Rémi Janton, on en est où? Je suis tombé sur une interview en préparant les questions de Philippe Amouyel, le directeur général de la Fondation Alzheimer, et qui expliquait que pendant 20 ans, il n'y avait quasiment rien eu de positif, mais que là, les choses s'accéléraient un petit peu. C'est quoi le regard que vous avez sur tout ce qu'on traverse et tout ce qu'on vit actuellement? Oui, absolument. Donc il y a effectivement une dizaine d'années qu'on est rentré dans une ère moderne où on a des moyens de diagnostiquer tôt, avec certitude ou presque certitude, grâce finalement à ces marqueurs. Autrefois, on était dans un diagnostic probabiliste et on sait rétrospectivement que dans ces études initiales, on incluait 30% de sujets qui n'avaient pas la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il y a en fait un spectre de maladies associées qui ressemblent beaucoup, qui peuvent imiter la maladie d'Alzheimer mais qui n'en sont pas. Il n'y a pas la même pathologie. Donc en ciblant la pathologie d'Alzheimer chez les gens qui ne l'ont pas, on ne voyait pas grand-chose et ça masquait éventuellement le bénéfice des produits qu'on pouvait tester. On est rentré dans cette ère moderne, on fait des biomarqueurs, on inclut les bons patients et on peut surtout les inclure tôt, à une époque où il est plus facile d'agir que quand tout est allumé partout. J'aime bien avoir l'image d'un incendie. Si vous voulez, au début, vous avez quelques aiguilles de pin qui brûlent,
c'est circonscrit, vous pouvez arroser, ça s'éteint. Après, vous avez les pins qui brûlent autour, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et ensuite, vous avez toute la lande qui s'est allumée, vous avez les maisons autour, vous avez éventuellement des réservoirs de gaz, vous avez quelque chose qui est incontrôlable. Et c'est un peu ça qui se passe. Il y a le début de la maladie, puis après, il y a des choses qui s'allument autour, qui sont liées à la maladie. Au départ, par exemple, vous avez une réaction inflammatoire qui va combattre cette anomalie. Et puis ensuite, cette réaction est tellement importante qu'elle devient en elle-même toxique, exagérée. Elle s'emballe. Donc il y a beaucoup de choses c'est une cascade d'événements. On pense qu'au début de la cascade, il y a ce dépôt d'une protéine anormale, qui est une protéine normale, physiologique de l'organisme, mais qui est coupée de façon anormale. Et il y a un déchet de cette protéine, qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde, qui va se déposer dans le cerveau, qui va s'agglutiner sur quelque chose qu'on appelle les plaques amyloïdes, parce que c'est amorphe, c'est pas beaucoup de forme, mais c'est cette espèce d'amas, et cet amas crée une réaction, étouffe les neurones, et induit des cascades qui vont aboutir à la mort des neurones. Et le neurone, s'il meurt, il ne se passe plus grand-chose dans le cerveau. On pense, ça veut dire qu'on n'a pas encore de certitude absolue sur les causes finalement de la maladie. La cause toute initiale, on les connaît dans certaines formes rares génétiques. 1% des cas. Ces formes génétiques, c'est des formes qui débutent souvent tôt. C'est des formes assez terribles, parce que, enfin, c'est de toute façon une maladie terrible, mais enfin là, ça touche un enfant sur 2 d'un malade atteint. C'est heureusement très rare. Et dans ce cas-là, on sait qu'effectivement, il y a un excès de synthèse de cette protéine amyloïde. Donc là, les choses sont claires. Dans les formes dites sporadiques, c'est-à-dire les formes qui surviennent comme ça sans qu'on sache très bien pourquoi chez un sujet, là, on a moins d'explications. Mais on sait que si on cible ces dépôts amyloïdes, on les cible avec des anticorps de synthèse, on va pouvoir débarrasser les plaques et on voit aujourd'hui des bénéfices sur les fonctions intellectuelles des patients traités. Un bénéfice qu'on voit à 18 mois qui est de l'ordre de 30%. 30% de ralentissement du développement de la maladie. C'est pas encore un succès considérable, mais c'est vraiment un succès notable. Notable, d'autant plus qu'il est évalué aussi sur des échelles qui justement reflètent la qualité de vie du patient, son autonomie, sa capacité à faire ses courses, sa capacité à faire un peu de ménage chez lui, ou un peu de bricolage. Donc c'est quelque chose qui quand même a une signification clinique, si vous voulez. Mais c'est un début. C'est un début et les choses avancent progressivement. Merci beaucoup Rémi Janton, Anne-Marie Hergis d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de ces entretiens Alzheimer. Le prochain, ce sera donc, je le répète, demain à Saint-Laurent de 14h à 18h. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Oui, absolument. Et donc ça commence demain après-midi. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.